C'est toujours un peu compliqué ce moment où tu as l'impression que tu as quelque chose d'important à dire, mais que tu sais pas comment le dire, tu sais pas comment faire pour te faire entendre, tu sais même pas par où commencer. Alors, vous, les âmes tourmentées, les marginaux, les laissés pour compte sur le trottoir de la société, je voudrais commencer par vous dire bonjour. Aujourd'hui, on va parler de la dépression, ça va être assez riche, il y aura beaucoup d'infos, je vais tout faire pour être clair et concis, et vous, va falloir que vous soyez hyper attentifs. C'est ma première vidéo, il y aura sûrement des imperfections, mais vu que ce que je vous ai préparé, ça va être plutôt cool, j'espère que vous aurez la grandeur d'âme de faire l'impasse sur mes faiblesses. Ceci étant dit, trêve de bavardage, c'est parti. La dépression, qu'est-ce que c'est? Eh bien, la vérité, ça va peut-être vous étonner, mais on ne sait pas vraiment. C'est une maladie dont le fonctionnement exact nous échappe un peu, mais vu que l'être humain, c'est un mammifère plutôt malin, on a su mettre en place des stratégies pour trouver des pistes de réponse, et c'est le résultat de ces recherches que je vais essayer de résumer. Le but du jeu, ça va être de vous donner des clés de compréhension sur un des plus gros fléaux sanitaires de l'ère moderne, qui vous touche probablement soit vous directement, soit quelqu'un de votre entourage. Et si j'arrive pas à vous les transmettre, bon, au moins on va passer un bon moment ensemble, vous inquiétez pas, malgré le thème, on est parti pour se marrer. Donc, la dépression, c'est une maladie mentale. Comme toutes les maladies, elle est caractérisée par des symptômes. Celui qu'on connaît le plus, c'est les épisodes de baisse du moral, mais on retrouve aussi des problèmes d'estime de soi, la perte d'intérêt dans des activités, des pertes de mémoire, des difficultés à se concentrer, des pensées récurrentes au sujet du suicide et de la mort, des épisodes d'insomnie ou au contraire d'hypersomnie, et toujours autour du sommeil, on inclut aussi la clinophilie. C'est-à-dire que tu es réveillé, mais tu as du mal à quitter ton lit, et quand t'en sors, le premier truc que tu as envie de faire, c'est d'y retourner. On peut aussi avoir le poids qui se met à varier vers le haut ou vers le bas, des problèmes de libido, l'isolement et la rumination. La rumination, c'est le fait de verbalement ou intérieurement ressasser les mêmes choses négatives et pessimistes d'une façon un peu étrange, encore et encore et encore, comme un disque qui tourne en boucle. Si j'ai pris le temps de vous lister tous ces symptômes un à un, c'est dans un premier temps pour que vous connaissiez mieux la maladie, car il y en a probablement certains dont vous ne vous doutiez pas, tout comme moi, mais c'est aussi pour que vous vous rendiez compte, au vu du nombre, que c'est une maladie qui peut se manifester de façon assez différente d'un individu à un autre, ce qui va donc évidemment compliquer les études, le diagnostic et surtout le traitement. La cause de la dépression. Maintenant qu'on a à peu près expliqué ce qu'était la dépression, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui la provoque? Comment on l'explique? Comme je l'ai dit au début de la vidéo, la dépression, malgré toutes les études qui ont été faites, c'est une maladie dont on ne connaît pas tous les tenants et aboutissants. Aujourd'hui, en 2022, il n'y a pas un mec sur Terre qui détient la vérité absolue sur le sujet. Mais les scientifiques, quand ils décident de mettre leur nez dans un truc qui leur tient à cœur et qui les fait galérer, souvent, ils en font une obsession. Et le processus, puis les résultats qui vont découler de ce processus, c'est souvent assez incroyable. Donc oui, on n'a pas la vérité vraie de ce qui cause la dépression, mais par contre, on a des hypothèses. Et vous allez voir qu'il y en a certaines qui sont extrêmement solides. La première hypothèse dont on va parler, c'est l'hypothèse monoaminergique. Cette hypothèse, elle postule que la dépression, elle serait due à un déséquilibre chimique en monoamine dans le cerveau. Les monoamines dont on parle, c'est sérotonine, dopamine, noradrénaline. Donc là, si je check ce qui se dit, la noradrénaline pourrait permettre un degré d'alerte, d'énergie, mais aussi d'anxiété, d'attention et d'intérêt porté pour la vie. Le manque de sérotonine entraînerait une anxiété, des obsessions et des compulsions. La dopamine améliorerait l'attention, la motivation, le plaisir, l'envie d'être récompensé, mais aussi l'intérêt porté à la vie. Donc, en se basant sur ce raisonnement, si le problème est juste chimique, alors la solution, est-ce qu'elle peut pas être juste chimique? Si la dépression, c'est juste un taux en monoamine en baisse dans le cerveau, est-ce qu'on n'a pas à juste inventer puis prescrire des médicaments qui vont faire ramener ce taux en hausse et le tour est joué? Ces fameux médicaments, vous l'avez peut-être deviné, c'est ce qu'on appelle des antidépresseurs. Mais bon, vous vous doutez bien que si c'était aussi simple, vous et moi, on serait pas là à passer nos nuits à regarder le plafond en écoutant des musiques tristes. Donc, depuis la fin du XXe siècle, il y a des recherches qui ont montré que l'hypothèse monoaminergique, elle se gourre quand même sur deux trois trucs. Un contre-argument de base, c'est que les antidépresseurs, votre psychiatre, il vous le dira, pour que vous obteniez véritablement l'effet désiré, il va insister sur le fait qu'il faut suivre le traitement à la lettre pendant plusieurs semaines, même parfois pendant plusieurs mois. Alors que le taux en monoamine dans le cerveau, pour remonter, il a juste besoin de quelques heures, et ça dès la première dose. Et le second contre-argument, c'est qu'on a fait des études avec des molécules qui vont volontairement faire baisser le taux en monoamine dans le cerveau d'un sujet sain, et on s'est rendu compte que ça n'entraînait pas de dépression. Et avant de conclure, attention à ne pas me faire dire ce que j'ai pas dit. On pourrait croire que je suis en train de dire que les antidépresseurs c'est de la merde et qu'on ne doit pas les envisager dans le but de traiter la dépression, ou ne serait-ce que pour soulager les symptômes en attendant d'entamer une thérapie. Alors que je dis juste qu'on ne peut pas résumer la dépression à une baisse de sérotonine. Attention, c'est tout ce que je dis. Mais bon, pour en revenir à notre première hypothèse, que la science elle se trompe ou qu'elle n'ait pas complètement raison du premier coup, c'est pas grave. Mais le moment où ça devient genre vraiment pas ouf, c'est qu'il y a des groupes pharmaceutiques qui ont abusé de cette hypothèse. Ils avaient des pilules qui étaient plébiscitées à peine par une théorie scientifique, et eux derrière, ça part en slogan marketing.
On rend les gens heureux. On rétablit l'équilibre chimique de votre cerveau. Et ça au mépris de toute déontologie, au mépris de toute honnêteté intellectuelle. Je parle même pas des pratiques sombres par des mecs en costard, tu leur parles de rigueur scientifique, ils en ont rien à carrer. Et il y en a même qui se sont fait épingler à cause de ça. Et aujourd'hui, même si la science, elle sait que c'est plus l'hypothèse la plus solide, le mal, il est fait. Et c'est devenu une idée ancrée et beaucoup trop simplifiée dans l'inconscient collectif. Mais ça tombe bien parce que la prochaine hypothèse dont on va parler, c'est le modèle biopsychosocial. Comme son nom l'indique, il va supposer que la dépression attire ses origines de raisons biologiques, psychologiques et sociologiques qui vont s'entremêler. Cette hypothèse, elle est intéressante et je dirais même un peu révolutionnaire parce qu'elle va venir contredire preuve à l'appui que contrairement à l'idée mentionnée plus tôt, que la dépression c'est juste un dérèglement chimique du cerveau, la dépression c'est juste un manque de sérotonine, et avec le modèle biopsychosocial, on sort de ce carcan-là. Là, on va étudier la maladie à travers les 3 disciplines et à travers la façon dont chacune va impacter les 2 autres. Ça rend l'étude de la maladie beaucoup plus complexe, mais ça permet de profiter de beaucoup plus d'outils. Je vais pas m'étaler là-dessus parce qu'on a déjà beaucoup de thématiques à traiter, ça fera sûrement l'objet d'autres vidéos, mais parmi les biologistes, les psychologues, les sociologues, il y a des personnages qui vont se démarquer. Et ces gens-là, c'est pas des plaisantins, c'est pas des rigolos. Les mecs, ils vont débarquer avec des protocoles, avec une approche des choses tellement brillante qu'une fois formulée, ça fait office de consensus scientifique sur les prochaines décennies. Ils vont mettre des mots très précis sur des trucs que vous vivez au quotidien, et je dis ça surtout au sujet des trucs qui vous rendent la vie pas vraiment agréable. On enchaîne donc avec le modèle diathèse-stress qui lui va supposer que la dépression provient d'une vulnérabilité préexistante. Je m'explique. Comme vous le savez probablement, chaque individu a un code génétique qui lui est propre. Dans ce code génétique, il y a des séquences qu'on a identifiées qui stockent des informations sur votre corps, comme la couleur de votre peau, la forme de vos oreilles ou le type de vos cheveux. C'est ce qu'on appelle un gène. Mais il faut savoir qu'il y a aussi des séquences très précises qui, en étant présentes ou absentes de votre code génétique, qui vont avoir un impact sur vos chances de développer certaines maladies ou pas. C'est ça une vulnérabilité préexistante. C'est le fait qu'après un accident de voiture, après un deuil, après une rupture amoureuse, il se passe toute une cascade de réactions chimiques liées à votre génétique qui fait que vous aurez peut-être beaucoup plus de chances de développer un épisode dépressif majeur. En tout cas, c'est le raisonnement sur lequel se repose le modèle diathèse-stress. C'est sur ce processus qu'ils travaillent et eux aussi, petit à petit, ils aboutissent à des résultats qui sont vraiment intéressants. Une des causes de dépression qui vous surprendra peut-être le moins, c'est la drogue, tout simplement. En effet, il y a tout un tas de troubles de l'humeur où la consommation de drogue et le sevrage sont bien évidemment directement incriminés. Et là, il y en a sûrement qui peuvent se dire à juste titre, oui, c'est du bullshit, mon cousin il s'est drogué pendant 30 ans, il n'a jamais rien eu. Ce à quoi je suis forcé de répondre, premièrement, il n'a jamais rien eu, ça reste à prouver. Et deuxièmement, je vous renvoie vers le passage où on parle des vulnérabilités préexistantes. On connaît peut-être des mecs qui ont pris leur dose et qui n'ont jamais rien eu, mais on s'en est vraiment honnête avec nous-mêmes. On avoue qu'on connaît aussi des gars qui étaient même pas vraiment des gros consommateurs et qui ont fini en hôpital psychiatrique. Donc droguez-vous, c'est votre vie privée, tant que vous mettez personne d'autre en danger, ça vous regarde. Mais il faut savoir qu'à chaque fois que vous allumez un joint, vous jouez à une espèce de roulette russe génétique. Et je trouve ça presque même un peu mignon, ça me fait penser à ces jeux télévisés où vous faites tourner une grosse roue, sauf que dans ce cas-là, le gros lot, c'est un séjour dans un établissement très particulier. Et là, le sujet de la vidéo, c'est la dépression, mais ce phénomène de roulette russe, il trigger pas que des dépressions. J'espère que ça, c'est clair entre nous. Ah, et toujours sans aucun jugement de valeur, l'alcool c'est une drogue. J'espère avec ces personnes, elle est socialement acceptée parce qu'elle est évidemment profondément inscrite dans notre culture, et je dirais même dans l'histoire de l'humanité, mais elle n'en reste pas moins une substance qui rentre dans la définition qui fait qu'une drogue c'est une drogue. Et encore une fois, sans surprise, quand on regarde les stats de dépression induite ou liées à la prise d'une substance, on remarque que l'alcool et les autres drogues, ils sont loin d'arriver derniers. Mais bon, bref. Là, en fait, quand je regarde mon manuscrit, je réalise qu'il y a vraiment encore tout un tas de théories et d'approches en biologie qui tentent d'expliquer la dépression. Et je me dis que si je force à toutes les présenter, déjà, ça va durer 100 ans, mais en plus, on commence à rentrer dans des théories qui font appel à du jargon scientifique, et pour ceux qui ne sont pas habitués, ça peut rapidement devenir pénible. Même moi, on dirait pas, mais je commence un peu à avoir la nausée. Alors, je vais partir du principe que vous avez saisi l'idée, c'est vraiment une maladie passionnante, et qu'il y a plein de gens très brillants de plein de spécialités qui ont décidé de s'y attaquer. Pour résumer ça dans un langage un peu plus courant, que je trouve assez romantique, on pourrait dire que la dépression, c'est comme un donjon dans un jeu vidéo que personne n'a jamais réussi à finir. Mais qu'année après année, t'as encore des mecs qui développent des nouvelles compos, qui profitent des nouveaux items. Les progrès dans un domaine, ça crée une nouvelle méta. Et en exploitant tout ça, t'as une team de scientifiques quelque part dans le monde qui arrive à accéder à la salle d'après, et dans les publications scientifiques, ils expliquent à tout le monde leur strat. Et je trouve ça juste incroyable. Pour moi, c'est vraiment le truc qui fait que la science, elle a ce petit côté un peu charmant. Donc,
Pour ceux qui n'ont pas froid aux yeux et qui veulent entendre les autres hypothèses, demandez-le dans les commentaires et dans une vidéo dédiée, on rentre dans le dur et on s'expose le crâne avec des mots à 12 syllabes. Et si vous donnez la ce fort, on peut même essayer de ramener des gens peut-être un peu plus calés et légitimes que moi pour en parler. À moyen terme, c'est vraiment vers ça que la chaîne elle doit pivoter, parce que même si je suis plein de bonnes intentions, faut pas oublier que je suis juste un mec qui s'est octroyé le droit de parler d'un sujet alors que j'ai aucune légitimité. Là, c'est très grave, j'ai pas le droit de parler de ça. Là, ce que je suis en train de faire, j'ai pas le droit. Il y a des gens dans les commentaires qui vont m'engueuler, ils ont complètement raison, mais bon, je suis pas complètement con. À la fin de la vidéo, je vais vous expliquer à peu près ma démarche. Ok, l'aspect psychologique. Là, on va rentrer dans la partie un peu plus psycho. Il faut savoir que c'est une maladie qui est énormément liée à la personnalité. C'est vraiment un élément qui va influer sur l'apparition de la maladie et sur sa longévité. Le trait de personnalité le plus incriminé, c'est le névrosisme, c'est-à-dire la tendance, la facilité à tomber dans des émotions négatives comme l'anxiété, la colère, la culpabilité et la tristesse. Et c'est hyper intéressant parce qu'être pessimiste, c'est un mot du langage courant, mais derrière, on réalise que ça implique toute une réalité dont on n'a pas forcément conscience. Par exemple, les épisodes dépressifs, ils sont liés évidemment aux événements négatifs de la vie, mais dans l'équation, il faut aussi prendre en compte la résilience, c'est-à-dire la capacité propre à chaque individu à encaisser des trucs de ouf, de sorte à ce que ça laisse pas ou peu de traces sur sa psyché. Et ce processus, lui aussi, il est vraiment propre à chacun. Par exemple, il y a des études qui montrent que la dépression est moins répandue et plus facilement guérissable parmi les pratiquants d'une religion. Je balance ça au hasard, vous êtes tous les bienvenus à la mosquée. Et plus sérieusement, en psychologie, contrairement à la biologie, c'est plus difficile de démontrer catégoriquement ce qui rend dépressif. Mais par contre, il y a des chercheurs qui ont démontré que le pessimisme alimente la dépression. Donc, en travaillant avec les malades sur des protocoles qui augmentent l'optimisme, on obtient des résultats qui sont vraiment encourageants. Le psychologue en question, il s'appelle Aaron Temsinbeck. Je ne vais pas vous faire du teasing pendant 100 ans, il y a une vidéo qui arrive sur lui et je vais tout faire pour vous plier une masterclass. Le mec, il est tellement brillant, j'ai limite envie de dire que ça va être facile. Alors, next, là, on va plutôt parler de Martin Seligman et lui, il avait un avis assez fascinant parce qu'il trouvait que la dépression chez les humains, elle était assez similaire à l'impuissance apprise chez les animaux. En gros, l'impuissance apprise, c'est le phénomène qu'on observe quand tu vas par exemple prendre une souris, la mettre dans un récipient, que tu vas remplir petit à petit d'eau, sauf que dans le récipient, il y a une plateforme sur laquelle elle peut s'abriter pour ne pas se noyer. Tu répètes l'opération plusieurs fois, mais quand tu sors la souris, tu l'attrapes par la queue, tu la montres à ces messieurs, et ce que vous observez, c'est que son comportement reste inchangé. Ça n'a pas eu particulièrement d'impact sur sa personnalité, parce que malgré le fait que tu lui fais la misère, la situation a fait qu'elle garde espoir qu'elle peut s'en sortir. Tant qu'elle fait l'effort de nager jusqu'à la plateforme, elle constate qu'elle peut s'en sortir. Mais dans la suite du protocole, ce que tu vas faire, c'est qu'encore une fois, tu vas remplir la cuve, mais tu vas pas mettre de plateforme. Et là, tu regardes comment est-ce que la souris a réagi. Tu vois qu'au début, elle panique pas trop, elle cherche la plateforme, elle cherche la plateforme, elle cherche la plateforme, mais au bout d'un moment, elle réalise que cette fois-ci, il n'y a pas de plateforme. Donc là, elle monte d'un clic en termes de panique, mais elle garde espoir. Elle garde espoir qu'elle va trouver une solution, qu'elle doit trouver une solution, parce que sinon elle va mourir d'une des pires façons qui soit. Alors elle nage à gauche, à droite, en haut, en bas, elle se démène pour trouver une issue, mais vu qu'il n'y en a pas, tu vas juste rester là comme un gros psychopathe, elle a regardé nager jusqu'à épuisement total, et quand elle a même plus la force de maintenir sa tête hors de l'eau, et que commence à conscientiser qu'elle va mourir sans avoir absolument rien pu faire, là tu la laisses pas mourir, tu l'enlèves de la cuve. Mais tu répètes l'opération plusieurs fois. Et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que la souris, elle a plus du tout le même comportement. Elle est brisée psychologiquement, elle est catatonique. Quand tu la mets dans des situations avec des défis auxquels elle a toujours su répondre, elle fait plus rien. Parce qu'elle a intégré dans son cerveau la notion très particulière de désespoir, ces traumatismes successifs que tu lui as infligés ont détruit la confiance qu'elle avait en sa capacité à affronter la vie. Il y a plein de variantes de cette expérience qui sont toutes aussi dégueulasses les unes que les autres, mais la conclusion de tout ça, c'est qu'on a réussi à démontrer que chez les mammifères, on est capable d'apprendre le désespoir, si on peut appeler ça de l'apprentissage. Quand on est trop de fois confronté à des situations où on se sent impuissant, ça a un impact sur le cerveau. Ça détruit la capacité d'un individu à se dire, avec des efforts, je peux m'en sortir. Et s'il y a bien un moment de la vidéo où il faut que vous soyez concentrés, c'est maintenant. Parce que cette conclusion, elle a ouvert la porte à tout un tas de questionnements en psychologie et en sociologie pour essayer d'expliquer des comportements qu'on ne comprend pas forcément de manière intuitive. Donc, quand tu vois ton pote qui est dans sa dépression et que toi, tu sais pas que c'est une dépression parce que t'es pas psy, personne t'en veut, mais tu vois qu'il fait de la merde et qu'il se prend pas en main et tu comprends pas pourquoi. Alors tu dis juste que c'est une grosse merde. Tu dis qu'il est fainéant et le moment où ça devient vraiment triste, c'est que même ton pote qui est dans sa dépression, lui, c'est pas qu'il a une dépression vu que lui non plus il est pas psy. À force d'entendre qu'il est fainéant et que lui aussi il constate qu'il faut rien, il finit par se dire qu'effectivement, c'est vrai que c'est une grosse merde et il développe un sentiment de haine de soi. Ton pote, secrètement,
il se déteste parce qu'il comprend pas ce qu'il traverse. Il comprend pas pourquoi il fait que de la merde. Il comprend pas pourquoi il gâche tout. Donc tout ce qu'il a envie de faire, c'est de se pendre, alors que c'est un truc qui est parti d'un trauma complètement con, genre une rupture amoureuse. Mais vu que psychologiquement, il était peut-être fragilisé et que ton pote, il a éventuellement une vulnérabilité génétique préexistante, ah là, tu vois, on revient à la biologie, ben ton pote, il est tombé dans cette sauce qu'on appelle la dépression. Tu vois comment ça commence à prendre sens? Et vous voulez savoir c'est quoi le truc le plus fascinant? Vous voulez savoir, moi, c'est quoi le truc qui me fascine? C'est que même à toi, à qui je viens d'expliquer le truc par A plus B, ben tu peux quand même tomber en dépression. Parce que l'entendre et le vivre, ben ça n'a rien à voir. Mais ça n'a absolument rien à voir. Il y a des psys, des psys, des gens très brillants qui ont voué leur vie à travailler sur la psychologie humaine, ben ils tombent quand même en dépression, tu vois. C'est fou, faut réaliser la folie du truc. Parce qu'effectivement, tu peux être le mec le plus intelligent au monde. Quand c'est ton cerveau qui se retourne contre toi, ben tu vas absolument rien faire. Donc, pour la suite, on retourne dans les années 60 avec John Bowlby, un psychiatre qui développe la théorie de l'attachement, qui suppose qu'il y a un lien entre la dépression à l'âge adulte et la qualité du lien avec les parents. Et tu vois, c'est le genre de truc où tu as envie de répondre, genre, sans blague, fallait faire bac plus 8 pour en arriver à cette conclusion. Mais faut savoir que dit comme ça, effectivement, ça a l'air complètement con. Mais quand tu creuses le truc, tu te rends compte que déjà derrière, il y a un raisonnement qui est hyper brillant, et que cette info, croisée avec une autre info qui a l'air elle aussi complètement conne, bah en fait, t'aboutis à ce qui fait qu'on fait des progrès. Par exemple, lui, il va insister sur la perte du parent, la séparation à un parent, ou même un scénario où il y a un rejet de l'enfant qui va l'intérioriser comme une souffrance horrible, juste horrible. Et derrière, ça aboutit à plein de phénomènes, des schémas comportementaux hyper précis qu'on observe aujourd'hui à l'âge adulte. Et ces schémas, je dis bien ces schémas, j'insiste pas sur ce mot pour rien, dans la prochaine vidéo, il y a beaucoup de choses qui vont prendre sens. Ces schémas, on a appris à les repérer et à les soigner. Donc même si la vie en ce moment, elle vous fait quand même un peu le fion, sachez que malgré tout, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, genre vraiment. On enchaîne avec Albert Bandura, un psychosociologue canadien. J'insiste sur psychosociologue, vous allez voir la subtilité et la chance d'avoir une double casquette. Lui, il dit que les individus dépressifs se sous-estiment. Et le fait de se sous-estimer par tout un tas de mécanismes, ça va faire que tu vas sous-performer dans cette course à l'accomplissement qu'on mène un peu tous. Tu vas rentrer dans cette catégorie de gens qu'on appelle les cassos, les sous-merdes, les gens qui ne sont rien pour citer l'autre. Alors que si tu avais les outils pour soigner ta maladie, j'exagère, hein, mais en gros, tu aurais pu être prix Nobel, champion olympique, remplir le zénith, séduire ta crush, rouler en gros gamos. Mais vu qu'il n'y a personne pour t'aider à sortir de ta spirale, ben en fait, t'enchaînes les nuits blanches dans ta chambre, tu t'investis dans des activités inutiles qui t'aident à oublier que t'existes, et quand tu penses à quel point t'as pas de futur, ben t'as vachement envie d'en finir, mais t'inquiète pas mon gars, avec mes vidéos et ta motivation, tu vas niquer le délire, seulement et seulement si Dr Tran il accepte de renouveler mon ordonnance, c'est à ça qu'elle tient notre relation mon gars. Non, plus sérieusement, pour le meilleur et pour le pire, on est ensemble. Donc on enchaîne avec la partie sociologique. Donc, la précarité et l'isolement, ça rime souvent avec maladie mentale, ça c'est pas un scoop. La maltraitance sur mineurs, physique, émotionnelle, sexuelle, ou ne serait-ce que la négligence, tu vois, la négligence, c'est là où on touche du doigt un truc, où je suis obligé de sortir de la vidéo 2 secondes, c'est que t'as un tas de parents qui voient leur enfant sombrer dans un truc gros, et ils se disent, mais il lui arrive quoi à lui, on lui a rien fait. Ouais, bah justement, mon con, être parent, c'est faire des trucs, faut faire des trucs, il y a des trucs très précis qu'il faut faire, tu vois. Et si tu sais pas quoi, bah renseigne-toi de ton côté, parce qu'il y a des spécialistes qui en parlent très bien d'ailleurs, et dis-le dans les commentaires si tu veux que je fasse une vidéo dessus, parce que si tu fais rien en espérant que tout rentre dans l'ordre tout seul, la vérité c'est que tu dors probablement sous le même toit qu'une bombe à retardement. Bon, pour la prochaine thématique sociale, on va parler des problèmes de famille. Parce que tu peux être pour le coup un très bon parent, hyper impliqué dans la vie de ton enfant, super maman, super papa, rien à redire. Mais l'enfant il grandit dans un environnement où le noyau familial il est fragilisé. Genre un des parents qui a une dépression, les deux parents qui sont en conflit ou divorcés, ou pire un parent mort, ou pire les trois en même temps, ça vous étonne pas, mais ça c'est des facteurs vraiment à risque pour la dépression. Ah, et vous allez voir, la prochaine approche, elle est hyper intéressante. La dépression, elle peut venir de la souffrance qu'on ressent quand on se sent stigmatisé. Je sais qu'aujourd'hui, à cause de la mouvance actuelle, c'est devenu un mot très cliché, mais me coupe pas la parole, écoute-moi jusqu'au bout. Cette stigmatisation, elle peut être causée par l'appartenance à un groupe, sans blague. Donc, si quelqu'un a des a priori sur un groupe et devient par la suite membre de ce fameux groupe, il peut internaliser ses a priori et nous développer une belle dépression. Là, normalement, il y en a deux, trois qui voient très bien de quoi ça parle. Par exemple, il y a un... Par exemple, un garçon qui grandit dans une culture ou dans une société dans laquelle il intègre depuis tout petit qu'être homosexuel, c'est mal. Ok. Sauf qu'une fois adulte, il découvre qu'en fait, bah, il est homo. Et ce qui va se passer, c'est qu'il sera tellement déchiré par le fait que d'un côté, on l'a éduqué à haïr ce truc, sauf que ce truc, il découvre que c'est lui, ou en tout cas, c'est une part de lui. Donc toute cette haine, elle va se diriger vers lui-même. Vous vous doutez bien qu'une contradiction aussi violente, elle va amener rien de bien, tout au contraire. Et c'est pour le coup un schéma qu'on trouve assez souvent comme étant porteur de souffrance et qui mène dans le pire des cas des scénarios extrêmement destructeurs.
Et ce phénomène de haine de soi, il se manifeste aussi chez les enfants victimes de maltraitance, qui vont internaliser et normaliser cette maltraitance, et inconsciemment, tu te retrouves à bousiller ta vie parce qu'auparavant, quelqu'un s'est évertué à bousiller ta vie. Tu te retrouves à te donner aucune chance de t'en sortir parce que cette personne qui était importante pour toi, qui était un élément majeur dans ton développement psychologique, elle t'a donné aucune chance de t'en sortir. Et là, pour le coup, je trouve pas de blague, j'ai vraiment pas trop le cœur à rire, donc on enchaîne avec le diagnostic. Alors, maintenant qu'on a vu de long en large et en travers ce que c'était la dépression, la question qu'on se pose, c'est comment savoir si vous êtes dépressif. Parce qu'il existe tout un tas de troubles de l'humeur différents. Comment savoir si ce que vous avez, vous, c'est précisément une dépression. Parce que commencer une thérapie avec un traitement médical qui se base sur un mauvais diagnostic, avec une équipe de soignants complètement hors sujet, alors que toi, t'es littéralement à deux doigts de commettre l'irréparable, ça casse les couilles de ouf, ça on peut le dire. Alors, ce que tu peux faire, c'est soit aller voir un psychologue qui peut poser un diagnostic de dépression, ou un psychiatre qui peut poser un diagnostic de dépression, ou un médecin généraliste qui peut reconnaître certains traits de la dépression et t'inviter fortement à consulter un spécialiste. Mais en cas d'urgence ou manque d'autres solutions, il peut prendre les choses en main à sa hauteur, et les médecins généralistes qui font ça, vous êtes des gros BG. Ces spécialistes vers lesquels il va essayer de te rediriger, ils vont te demander de décrire ce que tu traverses pour récolter des informations initiales. Et ensuite, ils vont te poser des questions qui vont chercher à déterminer les facteurs incriminants propres à ta situation. Ils peuvent aussi te poser des questions sur la façon que tu as de gérer les symptômes de ton éventuelle maladie. Ils vont évaluer le niveau d'urgence, comme par exemple le fait que tu aies des pensées suicidaires ou un projet suicidaire déjà établi. Tu peux avoir l'impression qu'ils te posent des questions un peu bateau, mais il faut savoir que souvent, en fait, eux, dans le cadre de leur formation, ils ont appris à se référer à des canevas d'évaluation très précis, qui ont été établis par le passé par des chercheurs dont les méthodes font quasiment l'unanimité. Et je dis quasiment parce que tu as toujours un dentiste sur 10 qui recommande pas Colgate, mais bon, je pense qu'on s'est compris. Par contre, si tu sens que le mec, il est complètement du père et qu'effectivement, il pose des questions au hasard, apprends à te faire confiance et barre-toi le plus vite possible. La psychologie, c'est comme partout, c'est génial, mais t'en as toujours 2-3 où tu te demandes comment est-ce qu'ils ont fait pour avoir leur diplôme. Examen complémentaire. Ok, une fois que le mec il a rempli son canevas et que celui-ci suggère qu'effectivement ce que t'as ça a vachement l'air d'être une dépression, avant de partir vite en besogne, il doit faire des examens complémentaires pour écarter toutes les éventualités qui feraient que ce que t'as ça a vachement l'air d'être une dépression, mais c'est pas une dépression. On peut faire par exemple une analyse sanguine pour exclure une hypothyréoïdie, un ionogramme et une calcémie pour éliminer une maladie métabolique, une numération sanguine pour éliminer une maladie systémique ou une maladie chronique. Le taux de testostérone pourrait être évalué pour diagnostiquer un hypogonadisme. On écarte les dysfonctions rénales, hépatiques, Alzheimer, les lésions cérébrales, etc. etc. Bien évidemment, ça c'est dans un monde imaginaire où la sécurité sociale elle a argent illimité et le médecin il a qu'un seul patient, c'est toi. Dans la réalité, on va pas tous vous les faire, on va les faire qu'en cas où effectivement il y a un doute. Quand t'as 20 ans, Alzheimer, c'est pas le premier truc qu'on va chercher. Ok, critères et classification. Plutôt, je t'ai parlé de ces fameux canevas qu'ils utilisent pour déterminer si tu as une dépression ou pas. Et ça implique qu'à un moment donné, les chercheurs, ils ont dû se mettre d'accord sur un ensemble de critères qu'on va utiliser pour reconnaître et nommer cette maladie qu'on appelle la dépression. Je te parle de ça parce que derrière la façon dont ces choix ont été faits, il y a tout un raisonnement qui est hyper intéressant, mais je vous l'épargne parce que c'est pas une nécessité de le savoir. Mais en gros, le truc à comprendre, c'est que le Canva, c'est un outil assez efficace parce que si tu coches certains critères de la dépression, mais que tu as juste certains trucs qui concordent pas, c'est peut-être pas ce qu'on appelle un épisode dépressif majeur, mais c'est peut-être autre chose. Et ces Canva, ils sont capables de dire si c'est ce fameux autre chose. Par exemple, une dépression où tu montres des signes de psychose, c'est-à-dire que tu déconnectes parfois avec la réalité. On peut soupçonner une dépression psychotique, et derrière, ça déclenche tout un protocole. Une dépression où tu as des épisodes de maniaque, c'est-à-dire que tu es excité, tu te sens surpuissant, tout d'un coup tu as envie d'accomplir des trucs incroyables, on peut partir sur un trouble bipolaire. Pareil pour la mélancolie, la dépression atypique, la dépression catatonique, la dépression du postpartum, etc., etc. Le traitement. Ok les gars, ça fait un petit moment qu'on est ensemble, la dépression on en a parlé de long et en large et on est loin d'en avoir fait le tour, mais vous avez sûrement envie de me dire poto, on kiffe t'écouter parler, mais la dépression ça se soigne comment? Et j'adorerais vous répondre, mais vu que pour le coup c'est la partie la plus importante, je veux pas aborder ça à un moment où vous avez votre cerveau déjà bien fatigué, vous allez pas être attentif, moi je suis en PLS, c'est un sujet que je vais aborder dans une vidéo dédiée où je vais tout donner, je vous promets qu'Inch'Allah je vais tout donner. Par contre, si là, actuellement, vous êtes dans une situation assez délicate et ça devient quand même assez urgent, allez voir un psychologue pour entamer une thérapie, allez voir un psychiatre pour envisager un traitement médical qui va soulager vos symptômes, faites des recherches, faites des efforts et vous inquiétez pas, tout va bien aller. Je sais que c'est dur d'y croire et vraiment, je suis loin de vous jeter la pierre, mais moi, tout ce que je peux faire, c'est déjà moi me prendre en main pour rester à flot et derrière tout faire pour vous transmettre tous les outils possibles et imaginables pour que vous puissiez affronter les choses et mener la vie la plus heureuse possible. Bilan. La dépression,
Pourquoi c'est important de s'y intéresser? Parce que c'est une maladie qui provoque des souffrances à une dimension dont la plupart des gens n'ont aucune idée, et qui fait d'autant plus de dégâts qu'elle est globalement mal comprise par la société. Et même si t'es un mec pragmatique, un peu connard sur les bords, qui se dit que c'est pas vraiment une maladie, c'est juste un comportement de gros fragile, bah tu peux te dire que ça reste malgré tout un phénomène qui inquiète vachement l'OMS et les grands groupes capitalistes, parce qu'un mec dépressif, c'est pas un mec productif. Et c'est encore plus difficile de lui faire générer du capital quand le mec il se défenestre. C'était quoi l'intérêt de cette vidéo? Comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas psychologue, je suis pas médecin, je suis pas psychiatre, je suis même pas ne serait-ce qu'étudiant en psychologie. Alors, c'était quoi l'intérêt que moi je fasse cette vidéo et que vous la regardiez? À partir du moment où j'ai dit bonjour, on va parler de la dépression, on aurait pu se dire, mais juste ta gueule. Laisse des vrais spécialistes parler de ça et ce serait carrément légitime. C'est même un peu pathétique le coup du mec lambda qui essaie vainement à sa petite échelle de faire une différence, paye ta pyramide de Maslow. Mais la vérité, c'est que la dépression, ça fait des décennies que les spécialistes s'y sont emparés de la question. Mais encore aujourd'hui, dans les pires scénarios, il y a des gens qui mettent fin à leur jour. Au quotidien, on a des vies gâchées. T'as des darons qui mettent leur bébé au congélo. Il y a des scénarios de vie où la langue française, elle est même pas assez éloquente pour décrire à quel point il y a des gens qui baignent dans la souffrance. Leur quotidien, c'est que de la souffrance. Après, c'est vrai qu'il y a des morts tous les jours et un mort de la dépression, c'est pas plus triste qu'un mec qui meurt sur un chantier ou un gars qui se fait faucher par un bus. Mais ce qui fait que ces morts-là, moi, je vois vraiment ça comme des drames, c'est le fait que j'ai l'impression que c'était carrément évitable. Donc je pense vraiment que se mettre dans la posture où El Famoso spécialiste, ils vont s'occuper de tout à notre place, ils vont gérer les problèmes sociétaux et les choses elles vont s'arranger d'elles-mêmes, bah je trouve ça un peu naïf de penser comme ça, peut-être même un peu malhonnête. Je pense qu'on est en face d'un problème qui doit être pris en charge par tout le monde, chacun à son niveau. Que tu sois psychologue, psychiatre, étudiant, boulangère, chauffeur de bus, bah la dépression, faut en parler. Après, effectivement, pour en parler, il faut connaître le sujet un minimum. Et ensuite, au repas de famille ou en terrasse avec tes amis, bah, t'essaies de caler ton truc. Parce que tu vois bien que le mec à côté de toi, bah, il traverse un truc pas ouf. Parce qu'une fois qu'on aura tous un peu parlé du sujet, il sera démocratisé. Et à partir de là, la prochaine fois qu'une personne elle va tomber dedans, bah, elle aura déjà elle-même les ressources pour affronter ça, mais ses proches, eux aussi, ils auront des ressources. Et ça va aider grandement le travail de l'équipe soignante derrière. Ça, c'est pas moi qui le dis, demandez à n'importe quel psy, ça leur casse les couilles de faire des pieds et des mains pour aider un de leurs patients. Et derrière, il y a la famille ou les proches, chargés de bonnes intentions ou pas, hein, qui vont avoir des mauvais gestes, des mauvais mots, qui vont détruire tout le travail qui a été fait. Donc l'intérêt de la vidéo, il est là. Bien sûr que j'ai des rêves de grandeur, j'aimerais que la mayonnaise prenne et que le projet prenne des proportions incroyables. Mais la vérité, c'est que même si une seule personne, ne serait-ce qu'une seule personne, elle pouvait voir cette vidéo et que d'une manière ou d'une autre, ça puisse lui servir pour affronter son problème, eh ben ça aura valu toute la peine que j'ai eu à pondre ce truc.